Bien, donc on a démontré 2, mais dans un cadre particulier quand C, la matrice C, est dans un certain oméga. Maintenant, il reste à montrer que oméga est dense dans Mn de C. C'est ce qui va permettre de voir que à partir du moment où le déterminant de In plus C, C bar est positif pour C sur oméga, par continuité de cette fonction en C, et le fait que R plus est fermé, je vous rappelle, eh ben, on aura cette inégalité vraie sur Mn de C. Donc, bref, on veut montrer que oméga est dense sur Mn de C. Et ça, c'est des choses assez typiques. C'est vraiment comme un enchaînement classique, comme il peut y avoir en gymnastique ou au billard quand on fait des bandes et tout. Ce sont des classiques ou en harmonie. C'est un enchaînement qui dure au moins 2, 3 parties sur le problème. Et pourtant, c'est complètement classique. Donc ça vaut le coup quand même de le regarder. D'abord, première partie de l'enchaînement, le fait que C appartienne à oméga, ça veut dire quelque chose. Regardez, C, on lui applique qui de C, C bar, et on va lui appliquer le résultant, d'accord? Donc si ça c'est un polynôme P, on applique le résultant de P, P', c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le discriminant du polynôme P. Bon, alors ça c'est quelque chose déjà d'important, et le fait d'appartenir à oméga, ça va vouloir dire que C est envoyé sur quelque chose de non nul ici. Voilà. Donc, oméga, ça va être, si on appelle f cette application, ça va être f-1 de C étoile. Alors, pour l'instant, ça n'en fait pas encore un dense, mais c'est le fait que cette application est polynomiale, donc elle va de Mn de C dans C, le fait qu'elle soit polynomiale et que ce soit un polynôme non nul qui va en faire un dense. Et ça, c'est dans l'enchaînement, c'est la deuxième partie de l'enchaînement. Alors donc ça c'est la partie 3 et où on va introduire le résultant. Alors je vais un peu vite parce que le résultant on l'a déjà vu dans une vidéo, même dans 2 vidéos, mais dans une série de vidéos. Regardez, le résultant pour 2 polynômes P et Q, c'est le déterminant, alors P est de degré M et Q de degré N. On regarde cette application linéaire qui a UV associe PU plus QV, je vais l'appeler phi, de R de x n-1, donc de degré inférieur ou égal à n-1, dans R de x de degré inférieur ou égal à m-1, qui va dans R de x de degré inférieur ou égal à n plus m-1. Donc globalement, ça c'est de dimension n plus m comme espace, et ça aussi de dimension n plus m, donc ça c'est important. Et en fait, on va regarder le déterminant. On fixe une base ici, assez canonique, et là la base canonique, et on regarde le déterminant dans ces bases, puisque c'est carré d'une matrice carrée qu'on obtient. Et donc, bon, je fais un résumé rapide. Si P et Q sont premiers entre eux, vous regardez le noyau de ça, PU plus QV égale 0, donc c'est le noyau. C'est évidemment linéaire, attention. Ça implique que PU égale moins QV. Maintenant, P divise le membre de gauche, donc il divise le membre de droite, mais il est premier avec Q, donc il divise V. Mais pour une question de degré, P est de degré M et V est de degré inférieur à M-1, ça force V à être égal à 0, et donc U égale à 0. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben moi je l'avais pourtant vu la vidéo et pourtant j'ai pas retrouvé. » Et ben voilà, mais c'est normal, il faut revoir les choses, faut retourner, faut faire des cycles pour que ça finisse par rentrer. Bon, alors maintenant réciproquement, si P et Q ont pour PGCD D, alors donc différents
de 1. Alors, im phi, bah forcément, D divisant P et Q, bah D divise PU plus QV. Donc, im phi est inclus dans l'idéal des multiples de D. Donc, maintenant, bilan des courses. Si on a ça, alors phi est injective. D'accord ? Et si on ne l'a pas, phi n'est pas surjective. Mais injectif et surjectif et bijectif, puisqu'on a la même dimension, et ben c'est pareil. Ce qui veut dire que si c'est un si et seulement si, le déterminant sera non nul si et seulement si P et Q sont premiers entre eux. Maintenant, dans un deuxième temps, il faut regarder P et P', le PGCD de P et P'. Si c'est égal à 1 sur C, ça veut dire que dès que D divise P et P', puisqu'on est sur C, on aura des racines communes à P et P'. Et donc P aura forcément une racine multiple. Donc, comme on est sur C et que dès qu'un polynôme n'est pas constant, bah, il a des racines, bah, ça veut dire que le fait que P est premier avec P' va être équivalent au fait que toute racine de P sera simple. D'accord ? Voilà. Et maintenant, donc le fait que C appartient à oméga est équivalent au fait que ce polynôme n'a que des racines simples, donc que ce résultant est non nul, d'après ce qu'on a vu là, et là, finalement. Et maintenant, on a ici bien une application polynomiale non nulle, parce qu'il existe des matrices à racines simples, ça forcément. Donc, on a une application polynomiale non nulle telle que oméga est égal à f-1 de C étoile. Maintenant, il faut montrer la densité. Donc, il faut montrer la deuxième partie dans l'enchaînement, c'est que quand on a un polynôme non nul à plusieurs variables, parce que là, il y a n de variables, à plusieurs variables, sur C, alors l'ensemble des zéros est le complémentaire d'un ensemble. Alors voilà ce que l'on va montrer. On va montrer dans un premier temps que si P est dans C de x1 jusqu'à xd, et qu'il existe I1 jusqu'à id des parties de C infinies, toutes infinies, hein, les D parties sont infinies, telles que P de petit x1 jusqu'à petit xd est nul pour tout DUplé de x, hein, comme ça, avec xk dans ik, alors P est nul. D'accord ? Regardons tout de suite le cas D égale 1, et ce sera l'initialisation de notre récurrence. Comme ça va vous donner une idée de ce que ça veut dire. Donc ici, pour D égale 1, ça fait P, il appartient à C de x, hein, il n'y a qu'une seule variable maintenant, et on suppose que P de x égale 0 sur un ensemble infini. D'accord ? I1 est infini. Et ça implique, on le sait, que P égale 0. Alors pourquoi c'est vrai, vous vous rappelez, parce que si P est non nul, il a un certain degré, et on sait que, comme on est sur un corps, le nombre de racines ne peut pas excéder le degré. Donc forcément, P est nul. Voilà, puisque ça s'annule sur un ensemble infini, et donc il y a une infinité de racines. Voilà, donc P est nul. Maintenant, on va voir l'hérédité, donc on va supposer que c'est vrai jusqu'à D-1. Et maintenant, on va regarder P, regardez comment on va l'écrire. On va l'écrire comme polynôme en la dernière variable xd, donc somme de s égale 0 à, j'appelle petit n, allez, le degré de P, xds, et ici, je mets ps de x1 jusqu'à xd-1, c'est-à-dire ce sont des polynômes que je vois comme coefficients. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que c'est une façon de voir P comme polynôme en xd avec des coefficients en x1 jusqu'à xd-1. D'accord ? Voilà, je regroupe un peu terme à terme. Et donc maintenant, ces variables-là, je les fixe, je les évalue en petit x1 jusqu'à petit xd-1 avec xi, là, comme ça, tous les xi dans i indice k, avec les i indice k infinis. Mais par contre, grand xd, je ne l'évalue pas encore.
Donc ici, ça va me donner maintenant un polynôme à une variable. D'accord? Le fait d'évaluer les d-1 premières, c'est à une variable. Et à une variable, on a démontré dans l'initialisation que, puisque en l'évaluant en petit xd, d'accord, c'est-à-dire sur une infinité possible d'éléments de id, eh ben, on a 0, d'accord? Donc ce polynôme-là va être nul. Mais si ce polynôme est nul, ça veut dire que tous ces coefficients sont nuls. Donc tous ces coefficients ici sont nuls pour tout S. D'accord? Voilà. Mais ils sont nuls, étant donné qu'on l'a démontré, donc ça veut dire que le polynôme PS est nul pour tout S, puisque on l'a démontré par l'hypothèse de récurrence, et donc ça veut dire que les PS sont nuls. Voilà, par récurrence. Et si les PS sont nuls, ça veut dire que P est nul, forcément. Voilà, donc on a montré ça. Il reste à montrer maintenant la densité de oméga P. C'est-à-dire, ici, on prend oméga P, l'ensemble des x1 jusqu'à xd de C puissance D. D, ce sera N2 hein, là-dedans. Tel que P de x1 jusqu'à xd est différent de 0. Eh ben, si P est différent de 0, si P n'est pas le polynôme nul, alors oméga P est dense dans CD et on aura terminé. Bah oui, pourquoi c'est vrai que oméga P est dense dans CD? Eh bien, puisque on va supposer qu'il ne soit pas dense, hein, et on va montrer que forcément P est nul. Alors, s'il n'est pas dense, alors ça veut dire qu'il existe un élément X dans CD qui n'est pas atteint par une limite d'éléments de oméga P, c'est-à-dire que X va posséder un voisinage qui est complètement disjoint de oméga P, et un voisinage ouvert, hein, je veux dire. Voilà, il est protégé par ce voisinage, et donc il ne peut pas être atteint à la limite. Voilà. Et maintenant, on va prendre comme topologie de normique, on va prendre la norme infinie, ce qui va faire que donc les boules ouvertes, hein, ça va être des hypercubes. Okay, et donc ça veut dire Vx contient, comme c'est un ouvert, il va contenir une boule pour n infini de x autour de x et une base de voisinage, ça va être de la forme moins epsilon, epsilon puissance d, c'est l'hypercube, la puissance d, avec epsilon strictement positif. Et donc ça contient un voisinage de x, ça va être de la forme x plus ça, c'est-à-dire un produit de xi moins epsilon, xi plus epsilon. Mais ces ensembles ouverts, comme epsilon est strictement positif, sont infinis, c'est les i petit i, et comme ils ne sont pas, comme ils sont dans Vx, ils ne sont pas dans oméga P, ça veut dire que P s'annule sur ce produit des grands I indice petit i. Et donc ça veut dire que c'est le produit d'ensemble infini, et on a vu ici que si ça s'annulait là-dessus, alors P était nul. Donc P est nul. Donc ça veut dire que ici, quand P est non nul, oméga P est dense dans CD. Et voilà, on a terminé le plus gros du problème, mais après, il y avait encore des petites choses. Là, ça fait rien.